George Soros est une des personnalités les plus influentes de notre époque. Pierre-Antoine Plaquevent procède à une véritable radiographie de celui qui se considère lui-même comme un chef d'État sans État. Analyste politique, Pierre-Antoine Plaquevent, vous publiez Soros et la société ouverte. Bonjour. Bonjour Martial. Alors, lorsqu'on observe l'évolution des sociétés contemporaines, on est frappé par la grande diversité des forces qui s'acharnent à les déconstruire. Et vous considérez, vous, au contraire, qu'il y a plutôt une unité dans la déconstruction. Et cette unité, elle a un nom, George Soros, qui est un peu le moteur nucléaire de la déconstruction dans le monde. Oui, c'est assez juste. George Soros est l'une des, s'il y a plusieurs têtes, on va dire, à l'hydre globaliste, c'est une des têtes les plus influentes. Et on va dire, au travers de son réseau de fondations, il exerce une influence dans différents domaines que j'ai étudiés dans cet ouvrage, notamment la question migratoire, tout ce qui est l'influence au niveau des institutions internationales pour les modifications sociétales. Voilà, oui, donc c'est clairement, effectivement, je parle de moteur immobile du globalisme, mais il y a quelque chose comme ça. Alors, on va procéder avec méthode, oui, comme vous le faites d'ailleurs dans l'ouvrage. Qui est George Soros? Oligarque, spéculateur, prédateur, philanthrope, bienfaiteur, tout cela à la fois? Quel portrait peut-on faire de ce milliardaire? C'est un financier et un milliardaire qui a la particularité de se sentir investi d'une mission historique et qui est animé d'un zèle missionnaire insatiable en faveur des idées globalistes. Et ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai voulu démontrer dans l'étude, c'est qu'il ne s'agit pas de complotisme, mais vraiment d'un projet qui est documenté et dont Soros et ses réseaux ne se cachent pas, c'est-à-dire dissoudre les États-nations et intégrer l'humanité au sein d'un ensemble plus vaste, au sein d'une gouvernance globale qui aurait fonction de gérer l'ensemble de l'humanité en lieu et place des États-nations historiques. Mais il met son argent au service de ses idées, c'est pas mal ça, non? Oui, c'est ce qui est intéressant à étudier, c'est-à-dire c'est une forme de... mon préfacier Xavier Moreau, que vous connaissez bien ici, le compare à Lénine. Mais il dit que ce serait finalement un Lénine par d'autres moyens, et un Lénine qui serait lui-même son propre financier d'une certaine manière, quoi. Et c'est ça qui est intéressant à étudier, et c'est même d'une certaine manière un contre-exemple pour les conservateurs ou les populistes, c'est-à-dire si des gens d'argent, des idées conservatrices s'investissaient de la même manière, on pourrait vraiment opérer une révolution à rebours de la société ouverte. Votre analyse vous pousse à penser que l'accumulation d'une richesse absolument démesurée n'a jamais réussi à remplir ce que vous appelez le vide intérieur qui habite George Soros. Être prédateur financier ne le contente pas, il fallait qu'il devienne un acteur métapolitique et historique majeur de son temps. Et il veut influencer l'histoire avec un grand H, mais est-ce qu'on peut là aussi lui en vouloir? Non, mais c'est quelque chose qui le taraude depuis toujours. Il dit lui-même que, il y a une citation, il dit « J'ai depuis la plus tendre enfance des fantaisies et des fantasmes messianiques ». Et en fait, il explique que cette action est faite pour évacuer ces pulsions-là, pourrait-on dire. Mais oui, c'est pas une mauvaise chose. Le problème, c'est dans quelle direction il le fait et par quels moyens il le fait. Et surtout, ce n'est pas fait de manière démocratique. Ce n'est pas proposé aux populations comme un projet de société sur lequel on pourrait se positionner pour le valider ou non. Donc c'est justement toute sa méthodologie, c'est celle que Karl Popper appelait l'ingénierie sociale progressive. Ce sont des gens qui ont finalement un idéal qui n'est pas très éloigné de l'internationalisme révolutionnaire des premiers communistes, sauf que la méthodologie est différente. Ils veulent procéder par étapes et par modifications successives de la société et du substrat même ethnique de la société. Vous citiez Karl Popper. Soros a souvent précisé qu'il s'inspirait des travaux de Karl Popper pour prôner une société ouverte. Est-ce que cette société ouverte, c'est véritablement un idéal? J'allais dire même, est-ce que c'est un idéal sincère? Ou est-ce que c'est tout simplement le moyen de mettre de l'argent pour faire un business et donc rapporter
Encore plus d'argent. Je pense que c'est les deux à la fois, comme souvent dans l'histoire humaine. Comment dire, l'idéologie sert de prétexte aussi à une position sociale. Mais clairement, c'est ce qui est intéressant avec Soros, c'est qu'il a quand même l'air d'être dans une filiation idéologique comment dire, de courants qui veulent vraiment arriver à ce projet universaliste radical. Et d'ailleurs, Soros radicalise le propos de Popper, en fait, Popper, à son époque, était assez critique, justement, du socialisme et aussi de toutes les formes d'autoritarisme. C'était un pur libéral, on pourrait dire. Et Soros, lui, utilise les outils conceptuels de Popper pour son action dans les sociétés, sur les groupes humains, en fait. Donc, nous, notamment, cette idée dialectique de société close, société ouverte. Comme société ouverte, alors, concrètement, ça veut dire quoi, l'open society? Voilà, c'est justement, il y a toute une partie de philosophie politique dans mon ouvrage, mais cette idée de société ouverte, je suis arrivé à la conclusion que c'est finalement une sorte de masque pour cacher ce projet très concret d'arriver à intégrer l'humanité au sein d'un ensemble unique et géré par une forme non pas de gouvernement, mais de gouvernance mondiale. Ce sont des gens ils sont pour la dissolution, en fait pour le libéralisme quand ça les arrange, c'est-à-dire au niveau des États-nations, pour dissoudre les différents groupes ethniques ou les nations, mais ils sont pour une planification au niveau mondial. C'est une forme de socialisme réactualisé, en fait. C'est l'idéal internationaliste, mais réalisé par les banquiers. Je montre aussi dans l'étude comment même dès le départ, le bolchevisme n'aurait pas pu avancer sans l'aide de la haute finance. C'est toujours un petit peu la même idéologie, mais qui s'est réactualisée, qui le fait avoir des moyens moins brutaux, on va dire. Il a fallu des décennies pour se débarrasser du communisme. Est-ce que cette pensée, qui finalement reste, comme le dit Xavier Moreau, assez rudimentaire et lacunaire, elle peut s'imposer ? Elle s'impose en tant que praxis politique, en tant que méthode de gestion des populations. Je parle beaucoup de l'influence de la cybernétique aussi et de l'ingénierie sociale au travers de personnes comme Gregory Bateson, qui ont inspiré, un anthropologue américain, qui a inspiré George Soros, qui est un des pères de la cybernétique. Ces gens-là considèrent les sociétés comme des systèmes et les groupes humains comme des systèmes qu'il faut gérer et qu'il faut encadrer. Donc finalement, l'idéologie n'est pas si important. Ce qui compte, c'est le résultat qu'on peut obtenir avec cette idéologie. Et je pense que, par exemple, ce à quoi on a pu assister il y a quelque temps, la révolte des Gilets jaunes, tous des mouvements comme ça, des soulèvements de population, on en aura toujours plus. Ce sont des réactions, selon le principe que George Soros appelle la réflexivité, sont des réactions au projet cosmopolitique radical. Et on aura toujours plus des réactions de ce type-là en Europe occidentale, dans la mesure où les réseaux Soros sont maintenant en difficulté, ont été chassés de Russie, sont chassés de Hongrie. Maintenant, avec l'Italie de Salvini aussi, ils sont en difficulté, combattus par l'administration Trump. Presque leur seule base de repli, c'est l'Europe occidentale, c'est presque le couple franco-allemand. D'où l'importance de Macron, et d'où un petit peu aussi la pression sur la cocotte minute française. C'est pour ça que tout est très durci en France et très radicalisé. Alors, je parlais de la sincérité dans le combat de George Soros. Toujours est-il qu'il consacre ses réseaux, ses militants, ses milliards dans ce qu'on pourrait appeler tous les méfaits du monde. On le retrouve dans l'immigration de masse, dans la gestion, dans la volonté de faire peser sur les États-nations cette immigration de masse, la dépénalisation des stupéfiants, la théorie du genre. Il est vraiment partout. Oui, c'est à tel point que dans mon étude, je me suis concentré sur certains vecteurs de son action, prioritairement l'immigration, qui est le plus documenté dans mon étude. Effectivement, ensuite, les modifications sociétales, pourrait-on dire, comme par exemple le travail de légalisation, de lobbying en faveur de la légalisation des stupéfiants qu'il mène auprès de l'ONU, au travers de ses ONG, effectivement, au travers des médias, et des changements de régime politique selon la méthodologie des révolutions colorées, inspirée de Jane Sharp, dont je parle aussi dans cet ouvrage. Donc oui, c'est on va dire, c'est tellement vaste que en fait,
j'ai voulu montrer secteur par secteur la réalité de cette action. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, Soros a lancé une machine, mais qui maintenant le dépasse d'une certaine manière. Lui, il en est le financier, il est maintenant assez âgé, donc il aura des héritiers, son fils par exemple, mais la machine est lancée. Et d'une certaine manière, lui-même, il se vit, je pense, comme un moment de l'histoire. Donc peut-être que d'autres personnalités pourront incarner à nouveau cette idéologie-là. Voilà. Les réseaux Soros sont présents sur quasiment tous les continents. Oui. Est-ce aussi le cas de la France? Est-ce que notre pays est le théâtre d'opération de cette société ouverte de l'Open Society? Clairement, on a des gens, par exemple, le célèbre Jacques Attali, qui est qui est un laudateur français, francophone de Georges Soros, de toutes les actions de Soros. C'est un peu son exemple, hein, il ne s'en cache pas. Et oui, les réseaux Soros ont été actifs même derrière les associations communautaristes comme le Black Lives Matter, qui a été décliné dans sa version française. Aussi, l'Open Society a produit des rapports qui visaient à incriminer les délits de discrimination que commettrait la police française contre les populations d'origine immigrée. Voilà, toutes sortes de choses comme ça. Et surtout, et aussi une partie du personnel politique qui est relié à Soros. Ça mériterait d'ailleurs une étude spécifique, c'est vraiment lister les personnalités politiques qui ont travaillé ou qui ont un rapport avec Georges Soros. Ce qui est intéressant, c'est de voir que même des personnalités conservatrices, par exemple, là c'est pas en France, mais je parle du chancelier Sebastian Kurz, qui fait partie d'un think tank qui s'appelle l'European Council of Foreign Relations, qui a été fondé par Georges Soros, qui est la version européenne du Council of Foreign Relations, et qui explique que par exemple les revirements un petit peu de Sebastian Kurz vis-à-vis de Viktor Orban, et aussi récemment la négociation qu'il y a eu entre Georges Soros et l'Autriche pour rapatrier l'université d'Europe centrale de Budapest à Vienne, suite aux difficultés que rencontre l'Open Society face à Viktor Orban. Donc, on dit en France que les Femen sont financés par Soros, c'est le cas? Oui, les Femen aussi. Les Femen, dans le cadre de l'Ukraine, au travers des ONG de l'Open Society qui ont fait un travail depuis très longtemps en Ukraine, pendant la période de ce qu'on appelait la révolution orange. Là, c'est clairement la méthodologie de Soros qui avait été employée. Puis, ils ont finalement utilisé un autre levier, qui est le nationalisme d'Ukraine de l'Ouest. Et ça c'est très documenté par mon poste faciès, qui vous connaissez aussi, Lucien Cerise, qui a écrit un livre entier sur l'Ukraine. Et clairement, oui, les Femen sont liés au réseau Soros. On voit récemment aussi que Attali a promu une Femen aussi. Donc tout ça, c'est tout un milieu finalement international, hein, qui peut utiliser toutes sortes de leviers, qui peut même utiliser la spécificité, c'est de savoir utiliser aussi même les nationalismes d'une certaine manière. En fait, spécifiquement, comme par exemple en Catalogne, les nationalistes sans État pour miner les États existants, c'est-à-dire les autonomismes ou les séparatismes. Voilà, c'est une méthodologie en fait ce que les Russes appellent une technologie politique. Voilà, donc ce sont des technologies politiques qui sont étudiées par ces cercles globalistes et qui savent les appliquer là où il faut. Voilà. Soros et la société ouverte, parmi les champs d'action du milliardaire, de l'oligarque, figure l'influence médiatique aussi, oui, et la guerre contre les médias non alignés, indépendants, ce qu'on appelle ici la presse alternative. Il faut aussi gérer cela. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, en fait, Georges Soros, alors qu'il prétend être pour un monde, une société ouverte, est très inquiet des réseaux sociaux et de l'influence d'Internet. Il avait même pointé du doigt le mauvais rôle que jouerait Facebook et même Google, je crois, lors du forum de Davos, comme des choses qui peuvent miner la société. Parce qu'en fait, finalement, c'est un mondialiste, mais quand même de l'ancienne génération. C'est-à-dire, ces nouvelles technologies, il se rend compte que ça peut être utilisé contre son projet. Récemment aussi, on a pu voir que Facebook avait lancé une enquête contre l'Open Society en interne pour savoir si les attaques médiatiques dont a été victime Facebook cette année à répétition n'étaient pas le fruit de l'influence de l'Open Society. C'est-à-dire que Facebook est donc conspirationniste, en fait, donc, dans ce champ-là. Donc il y a une forme même une forme d'affrontement, par exemple, entre certains milliardaires qui ont soutenu Trump ou l'administration de Trump, comme
comme le milliardaire libertarien Robert Mercer, et des gens comme Soros. Ce sont des projets différents qui s'affrontent. Alors, j'ai cherché quand même quelques contradictions dans votre propos, qui est, comment dire, très étudié et très réfléchi. Et par exemple, je sais, le quotidien Le Monde prend toujours fait et cause pour Soros, de manière, je veux dire, quasiment systématique. Est-ce que ça veut donc dire que même la grande presse, la presse de grand chemin, peut être sous influence? Surtout la presse surtout la grande presse, oui. Principalement tous ces journaux qui sont maintenant démonétisés aux yeux de la population et qui ne tiendraient pas sans les subventions publiques. Tous ces gens-là, on va dire, si on parlait en termes marxistes, ils ont un intérêt de classe à défendre l'idéologie de la société ouverte, car c'est ce qui leur permet de se montrer comme un paravent pour humanistes, pour leur domination bien réelle sur la société. Alors ils ont effectivement un intérêt. Et après là, il faudrait étudier au cas par cas les liens que pourrait avoir tel patron de presse avec l'Open Society, ou voilà, ça c'est des choses, moi je reste assez factuel sur les domaines que j'ai étudiés. Mais alors ma réflexion, elle est la suivante. Un journal comme Le Monde soutient Emmanuel Macron. Oui. Emmanuel Macron, si c'est pas un Soros boy, reste un élève de cette école de pensée. Et pourtant c'est Le Monde qui a attaqué Emmanuel Macron la première fois avec l'affaire Benalla. C'est Le Monde qui l'a publié. On peut se dire que depuis 6 mois, Le Monde a porté le premier coup et que les coups se suivent. Moralité, est-ce que Soros est capable finalement de gérer tout? Et s'il gérait tout, pourquoi on attaque Emmanuel Macron? Il devrait être défendu par les uns, par les autres, par l'Open Society. Et finalement, les coups qu'il reçoit ne devraient pas le toucher. Ce que j'ai essayé de montrer dans cette étude, c'est justement que les choses ne sont pas monocausales et que, en fait, on n'a pas, tout est question de rapport de force, y compris au sein des forces mondialistes. Là, je vous parlais de cet affrontement entre les GAFA et l'Open Society, par exemple. C'est justement là que le projet de société ouverte est utopique, c'est qu'il veut réaliser une humanité sans conflit, mais donc sans frontières, donc sans conflit, c'est impossible. Donc en fait, comme le communisme, il peut accoucher paradoxalement de quelque chose de plus dur, et je pense que récemment la répression des Gilets jaunes, par exemple, a montré qu'en fait, plus on va aller dans ce principe de société ouverte, plus il faudra, comme le communisme, avoir au contraire un retour, une autorité policière plus dure pour tenir cet ensemble-là, vu que tous les étages intermédiaires de la société, tous les corps intermédiaires sont progressivement arasés pour réaliser ce projet. Le sorosisme, combien de divisions finalement? Regardez en Italie, oui. Soros recule. Dans un tout petit pays, un président courageux, mais issu du monde conservateur, Viktor Orban, est capable de faire reculer Soros. Rendez compte, vous nous expliquez pendant 500 pages que c'est le diable, et il y a un homme dans un petit pays qui est capable de le faire reculer. Il a lui-même d'ailleurs été bénéficiaire d'une bourse de Soros dans les années 90. C'est ce que vous révélez, effectivement. Voilà. Oui, ce que je montre justement, c'est que c'est possible. En fait, ce n'est pas forcément le diable, c'est, on va dire, un des personnages les plus actifs de cette cause-là, de cette cause de la finance, de l'hyperclasse mondialiste et de la haute finance internationale qui utilise ces leviers pour réaliser son projet. Mais effectivement, l'intérêt d'une telle étude, c'est de faire comprendre le projet pour que là, pour le coup, des gens politiques ou des hommes politiques comprennent ce qu'ils ont en face et orientent la société différemment. Et c'est possible, parce qu'en fait, combien de divisions, mais surtout combien de milliards? Parce que tout est une question de financement. Si des forces conservatrices commencent... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est finalement la politique... Comment dire, le véritable division du système politique international, ce serait un petit peu, de manière un peu schématique, mais la haute finance idéologique en haut, plus en dessous, le monde justement des médias, qui façonne un peu l'église de l'opinion globale, ensuite le monde de la technocratie et des pouvoirs non élus, et dont font partie les ONG, de sortes d'organisations non gouvernementales, et en dessous seulement le monde de la politique parlementaire, donc ce qui nous est donné à voir à nous, la population. Donc si le pouvoir politique change,
il aura face à lui tous les autres étages de la fusée. C'est ce qui est en train de se passer en Italie, c'est ce qui se passe en Hongrie, mais c'est possible. Mais pour cela, il va avoir une volonté politique et avoir bien identifié le projet qui est en cours et qui s'actualise. Là, voilà, on a eu le pacte de Marrakech et le projet qui continueront de porter, parce que de toute façon, ces gens-là n'ont pas de plan B. Hein. C'est vraiment, pour eux, ils ne comptent pas changer leur agenda selon les velléité des populations. Est-ce que la bonne nouvelle, finalement, c'est pas que le sorosisme s'écrase finalement lui aussi contre le mur de la réalité? Oui. Regardez, les peuples se soulèvent face aux vagues migratoires qui fondent sur l'Europe. Cette réaction salvatrice pour les uns et inquiétante pour les autres, ça, Soros ne s'y attendait pas. Il pensait que tout ça suivrait son cheminement et que les peuples ne réagiraient pas, ils réagissent. Alors, il s'y attendait pas, mais en même temps, il passe des pages entières à nous parler de ce principe qu'il appelle la réflexivité historique, qui est justement que, d'une certaine manière, l'ingénieur social ne peut pas tout maîtriser. Et il y a toujours des retours réflexifs qu'il appelle donc des choses qu'on ne peut pas maîtriser. C'est ce qui est en train de se passer. Mais je pense que plus dangereux... En fait, c'est une utopie, la société ouverte. C'est comme le communisme, donc ça ne peut pas se réaliser. Mais avec l'utopie, ce qui est dangereux, ce n'est pas la réalisation de l'utopie, mais c'est les conséquences de l'utopie non réalisée. Donc c'est quand on va sortir de ce monde-là, voilà, on va être quand même en difficulté face au réel. Voilà, il faut revenir maintenant à la réelle politique, comme le fait Trump, comme le font Poutine, Orban. Voilà. Seulement ça peut nous sauver. C'est-à-dire sortir de l'idéologie et retrouver la réelle politique. Ces gens-là veulent nous mettre dans un monde où c'est l'inverse. Tout est moral. La politique est constamment confondue avec le moralisme et progressivement on dissout le politique dans le moralisme. Donc c'est l'inverse qu'il faut faire. Alors dans la société ouverte, eh bien, on fait comme dans l'ancien monde, c'est-à-dire qu'on transmet son pouvoir et son argent à ses enfants. Oui. Il y a quelqu'un pour récupérer et à la fois les lingots et l'utopie? Alors l'utopie, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, l'héritage concret, ce serait son fils, Alexandre Soros. Et puis de toute façon, comme je vous disais, c'est un ensemble de fondations, c'est une sorte de machine maintenant qui, je pense, continuera à fonctionner. Ils trouveront d'autres... Et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est censé être une fondation privée, mais en fait, c'est un partenaire de toutes les institutions politiques, comme l'Union européenne, l'ONU. Donc, c'est quelque chose. En fait, c'est quelque chose de non démocratique qui utilise en permanence le prétexte des droits de l'homme et de la démocratisation des sociétés dites closes. Donc, c'est une autre façon d'hypocrisie monstrueuse. Georges Soros est plus tout jeune. Est-ce qu'il a déjà adoubé son fils? Est-ce que c'est le dauphin? De plus en plus, il envoie des signaux dans ce sens-là. Et surtout, il a transféré une grande partie de ses actifs à l'Open Society directement, je crois, quelque chose comme 16 milliards ou quelque chose comme ça. Oui, parce que ce sont des dimensions auxquelles nous... Oui, c'est sûr, surtout sur TV Liberté. Mais, et puis, alors la mauvaise nouvelle, c'est que Soros, même mort, ce ne sera pas mort. C'est un petit peu la mauvaise nouvelle, mais par contre, la bonne nouvelle, d'une certaine manière, je pense, c'est comment dire, maintenant, on a vraiment un affrontement entre deux organisations du monde qui se présentent, continuer dans cette utopie-là, ou aller vers un monde multipolaire avec des ensembles régionaux qui recommenceront à fonctionner selon une logique un peu plus westphalienne, et c'est ce que Soros et ses réseaux veulent. C'est pour ça qu'ils ont combattu sans arrêt, sans interruption, l'administration Trump. Parce que via les démocrates et via les médias aux États-Unis, parce que pour eux, ça leur pose un problème mortel si un des cœurs de l'Empire commence à se tourner vers le nationalisme économique, vers le protectionnisme. Là, ils sentent que leur projet est effectivement menacé. D'où le problème pour nous, Européens, avec le couple franco-allemand, de se débarrasser de cette chose-là. Je parle aussi du fait que, en fait, d'une certaine manière, mai 68 fut la première révolution colorée, d'une certaine manière, un premier outil d'ingénierie sociale pour faire sortir la France du modèle qui était le sien, qui était une alternative géopolitique entre l'Est et l'Ouest à l'époque, entre une certaine forme de souveraineté, et qui nous a fait rentrer dans l'euromondialisme. Maintenant, on doit faire la révolution inverse, c'est-à-dire sortir de cette chose-là, et je pense que c'est possible. Les populations comprennent de plus en plus. Maintenant, il faut les outils politiques pour cela. Et ben voilà un outil, c'est Soros et la société ouverte, un outil important parce que documenté, très neutre, c'est pas un livre de combat, c'est un livre de faits, documents, sourcés, qui permet d'avoir surtout une bonne connaissance du personnage dont on a décidément pas fini de parler. Merci Pierre-Antoine Plaquevent.